À la base j'étais partie dans l'idée de vous faire une vidéo sur une dizaine d'habitudes que j'ai mis en place et qui m'ont aidé à vraiment transformer ma vie. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait bien plus que 10. Donc là je vais vous partager 20 habitudes qui ont complètement transformé ma vie et qui, je l'espère, pourra vous aider à transformer la vôtre pour glow up et devenir la meilleure version de vous-même. Hello, moi c'est Ariane, je partage du contenu lifestyle, wellness, mindset sur YouTube, Instagram et TikTok. Je vais pas blablater trop longtemps parce que c'est vrai que 20 habitudes ça fait quand même déjà une vidéo assez longue, donc je vais m'y mettre tout de suite. J'ai séparé les habitudes sous 3 catégories. Donc il y a une catégorie vraiment physique, il y a une catégorie plus mentale, il y a une catégorie que j'ai labellisée lifestyle, où c'est un petit peu les choses qui sont entre les deux, ou juste des petites habitudes un peu personnelles. Enfin voilà, pour moi ça fait sens, je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Donc on va commencer avec les habitudes physiques. La première habitude, ça va être de mettre en place une bonne hygiène bucco-dentaire. Alors ça vraiment je le dis tout le temps, c'est quelque chose qui est primordial et en fait ça va bien plus loin que juste par exemple se brosser les dents. Et typiquement moi une habitude qui a vraiment transformé les choses au niveau de ma petite routine buccale on va dire, c'est d'utiliser un gratte-langue. Donc en fait c'est un petit outil en forme de U. On va le mettre tout au fond de la langue et ensuite on va gratter un petit peu tous les résidus et tout le mucus qu'il y a sur la langue. Donc sur le coup c'est pas très agréable, surtout si vous avez un gagging réflexe qui est assez important. Vous allez avoir un petit peu du mal au début, il va falloir pas trop aller loin, mais en fait c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée. Je trouve que en fait quand je le fais, j'ai toujours l'impression d'avoir la laine beaucoup plus fraîche, j'ai l'impression d'avoir la bouche beaucoup plus propre. Je le fais en fait le matin, donc je me brosse les dents, je fais mon petit gratte-langue et je termine avec un bain de bouche. Et c'est vrai que les jours où pour une raison ou pour une autre je le fais pas, j'ai pas le temps, j'oublie, peu importe, mais en fait à chaque fois je me dis j'ai l'impression que ma bouche n'est pas propre. Et en fait tous ces petits résidus, ça peut être à la fois des résidus de nourriture etc, mais ça peut être aussi des bactéries qui remontent un petit peu des intestins et tout ça et qui viennent se déposer sur la langue. Et le fait en fait de les retirer, ça va permettre d'améliorer la digestion. Moi je trouve que ça a amélioré aussi mon sens du goût, vu que ça permet aussi d'éliminer les mauvaises bactéries, ça permet aussi d'aider à renforcer un petit peu le système immunitaire. Enfin vraiment ça a des tas d'avantages. Et franchement le seul regret que j'ai vis-à-vis de cette habitude, c'est de ne pas l'avoir commencé plus tôt. Deuxième habitude, et celle-ci vraiment je sais tout le monde en parle, et vous allez voir qu'il y a certaines habitudes qui sont très connues et il y en a d'autres qui le sont un petit peu moins, mais là celle-ci ça va être de boire plus d'eau. Alors moi en général j'essaye d'avoir minimum 2 litres à 2 litres 5 d'eau par jour. Déjà il faut prendre en compte que je fais 1 heure de sport tous les matins, donc forcément ça me donne soif. Et quand on regarde les études, entre 2 litres et 2 litres 5 c'est vraiment ce qui est recommandé. Même en plein été on peut pousser jusqu'à 3 litres parce qu'on a tendance forcément à plus transpirer. Mais le fait en fait de bien boire, ça va permettre déjà forcément de réhydrater le corps et les cellules, parce que on est quand même composé à 70% d'eau, donc on a besoin de boire beaucoup. Et moi je trouve aussi que le plus gros avantage, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le côté physique, c'est que ça permet d'avoir une peau qui est beaucoup plus lumineuse en fait. Alors petit tips pour les personnes qui ont un petit peu du mal à boire, essayez de vous mettre soit des rappels de boire régulièrement, soit mettez-vous par exemple une bouteille d'eau sur votre bureau, sur votre table, peu importe, mais mettez-vous un verre d'eau, une bouteille d'eau à vue en fait, comme ça assez régulièrement vous allez vous dire ah tiens je peux boire un petit coup. Et surtout ne pas attendre d'avoir soif, parce que si vous attendez d'avoir vraiment soif c'est trop tard, c'est que vous êtes déjà déshydraté et ça il faut l'éviter. Troisième habitude, ça va être de viser 20 à 30 minutes de mouvement minimum par jour. Alors quand je parle de mouvement, je parle pas forcément de sport, je parle pas forcément d'aller à la salle, je parle pas forcément d'aller faire des pilates. Si vous avez le temps et si vous aimez faire ce genre de choses, honnêtement c'est très bien, mais ça peut juste être aller marcher pendant 20 minutes, ça peut être vous étirer pendant 20 minutes, ça peut être vraiment des choses qui sont très douces. Ça a énormément de bienfaits et ne serait-ce que 20-30 minutes par jour c'est faisable. Mais en fait quand on y pense, 20 minutes de mouvement par jour c'est rien, vraiment c'est rien. Il suffit de mettre même ne serait-ce qu'une vidéo de pilates que vous pouvez
pouvez faire depuis chez vous, vous n'avez même pas besoin de sortir et on s'en rend pas forcément compte, mais réellement ne serait-ce que 20 minutes par jour ça peut faire une grosse différence. Habitude numéro 4, c'est d'arrêter de suivre les trends au niveau skincare et de mettre en place une routine skincare qui correspond à ma peau et à mon type de peau. Il y a énormément de produits sur le marché, il y en a qui sont très bien pour certains types de peau, il y en a qui ne vont pas vous convenir, les produits qui moi me conviennent vous conviendront peut-être pas et inversement, vraiment ça dépend de chaque peau, ça dépend de chaque type de peau et en fait le fait de tester, de me renseigner sur quels sont les composants qui par exemple qui vont avoir tendance à boucher les pores. Moi qui ai une peau qui a tendance à sortir des boutons, c'est un truc qu'il faut que j'évite. Quels sont les composants qui au contraire vont me permettre d'avoir un joli glow, d'illuminer ma peau, qu'est-ce qui va me permettre de purifier ma peau sans la sécher, etc. C'est en fait toutes ces petites recherches. Une fois que vous avez trouvé vraiment ce qui fonctionne pour vous, il faut vous y tenir. Trouver une routine skincare qui vous correspond, qui vous convient, qui est dans vos moyens aussi, parce que pareil il y a des produits qui coûtent très cher et qui sont pas forcément bien et des produits qui coûtent 3 francs 6 sous et qui sont absolument incroyables. Donc voilà, testez, voyez un petit peu ce qu'il vous faut, identifiez votre type de peau, faites des recherches et ensuite mettez en place votre petite routine skincare. Et aussi gardez en tête que souvent less is more, donc ça veut dire que encore une fois, par exemple, il y a la trend des skincare coréennes, etc. où il y a 25 étapes. C'est pas nécessaire. Enfin, moi, typiquement, je sais que quand je fais une routine skincare avec 12 000 étapes, bah, ma peau, elle est un petit peu contrariée après. Alors que bah, là, ce matin, ma routine skincare, il y avait 3 étapes. Il y avait un sérum, une crème pour les yeux, une crème hydratante avec une protection solaire et c'est tout. Et vraiment le fait d'avoir comme ça réduit un petit peu le nombre de produits, ça a encore une fois fait toute la différence. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour vous, donc voilà, à vous de voir, à vous de tester. On reste dans le skincare avec l'habitude numéro 5 qui est de commencer à faire des drainages lymphatiques à la maison. Alors le drainage lymphatique à la maison, c'est en fait des petits massages que vous pouvez faire par exemple sur votre visage, sur vos jambes, sur votre ventre, etc. et qui va en fait vous permettre de faire circuler la lymphe. Et donc le fait de faire circuler la lymphe, ça va vous permettre de en fait éliminer les toxines qui sont présentes à l'intérieur dans vos petits vaisseaux. Et ça vraiment, je trouve que c'est une habitude incroyable. Je pense que de toutes les habitudes là, en tout cas physiques, voire même de toutes les habitudes, de toutes les 20 habitudes, je crois que si je devais en garder une, ce serait celle-ci. Donc moi typiquement je fais sur mon visage tous les matins. Dès que je me réveille, je mets voilà, une petite huile et je fais mon drainage lymphatique. J'en fais aussi sur mes jambes quand je sens que j'ai les jambes un petit peu gonflées, par exemple pendant mes règles ou après avoir marché beaucoup, ou si j'ai fait une séance un petit peu violente à la salle ou des choses comme ça. Et j'en fais aussi sur mon ventre quand par exemple j'ai trop mangé ou quand je me sens un petit peu ballonnée, etc. Et vraiment ça fait toute la différence au niveau de mon visage. Surtout je trouve que en fait j'ai le visage qui est beaucoup moins gonflé, qui est beaucoup moins bouffi. Même quand je me réveille le matin, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai posté normalement, si tout va bien, un tuto justement de drainage lymphatique sur TikTok. Je pense que je vais le mettre sur Instagram aussi, donc je vous mettrai les liens si jamais vous voulez aller les checker. Mais vraiment au moins au niveau du visage, essayez parce que c'est incroyable. Habitude numéro 6, ça va être de faire des bonnes nuits de sommeil. Alors en général on voit toujours qu'il faut, on va dire, entre 7 et 8 heures de sommeil. Pour moi il n'y a pas vraiment de durée universelle étant donné que ça dépend de chaque personne. C'est à dire qu'il y a des gens qui vont très bien fonctionner avec 6 heures de sommeil et d'autres qui vont galérer à fonctionner avec 10 heures de sommeil. Moi personnellement, si j'ai pas entre 7 et 8 heures, c'est vrai que c'est compliqué, j'ai tendance à avoir beaucoup moins d'énergie, à être un petit peu chafouin on va dire, mais vraiment en fait avoir une bonne qualité de sommeil, donc dormir, réussir en fait à s'endormir dans un endroit calme, dans un endroit où vous n'allez pas être réveillé toutes les 2 secondes. Alors je sais que quand on dort avec quelqu'un c'est compliqué à faire,
C'est pour ça que moi vraiment j'apprécie mon sommeil toute seule. Parce que quand je dors avec quelqu'un, je sais que j'ai tendance à très mal dormir, surtout si c'est quelqu'un qui ronfle, alors là c'est encore pire. Mais voilà, essayez vraiment d'avoir au maximum une bonne qualité de sommeil. Essayez de voir aussi quelle est pour vous la durée optimale de sommeil, en sachant que de manière générale un cycle de sommeil ça dure à peu près 90 minutes. Et c'est pour ça qu'on préconise 90 minutes de sommeil. C'est pour ça qu'on préconise 8 heures de sommeil, c'est parce qu'au final ça tombe pile sur une fin de cycle. Mais maintenant il y a des tas d'applications qui vous permettent de traquer un petit peu votre sommeil, de voir quelle est votre qualité de sommeil, de voir comment vous dormez, la vitesse à laquelle vous vous endormez, etc. Et en fait le fait d'étudier tout ça, ça va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de votre corps, de votre sommeil, et de voir un petit peu qu'est-ce qui vous correspond. Et vraiment, encore une fois, il n'y a pas vraiment de durée universelle, mais de manière générale, en dessous de 5 heures, ça commence à être un peu critique. Au-dessus de 9 heures, ça commence à être un peu critique. C'est peut-être qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents. Essayez d'avoir un sommeil constant, surtout. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire pour complètement dérégler l'horloge biologique que par exemple un jour se coucher à 11 h, le lendemain se coucher à 3 h et la fois d'après se coucher à 10 h du soir. C'est vraiment, il faut essayer d'avoir toujours une certaine constance au niveau du sommeil. Moi je sais que je m'autorise à peu près une heure de décalage, c'est à dire qu'en semaine je vais me coucher entre 9h30 et 10h, et le week-end je vais me coucher entre 10h30 et 11h, alors évidemment sauf événement spécial, mais avoir vraiment une vraie constance dans le sommeil, ça va énormément aider. Dernière habitude pour cette partie physique, donc c'est l'habitude numéro 7 si je me trompe pas, ça va être de méditer les jambes en l'air. Alors celle-ci elle est un petit peu fun, si jamais vous me suivez et que vous regardez mes vidéos de manière régulière, vous savez que pour le coup, j'aime pas du tout méditer, c'est pas mon truc, quoique en ce moment je suis branchée méditation. J'avoue que j'ai bien envie de méditer, mais de manière générale c'est pas trop mon truc. Mais le côté avec les jambes en l'air, je sais pas par quel mécanisme, mais en général je trouve que j'arrive mieux à justement à faire taire un petit peu ce qui se passe dans ma tête, j'arrive mieux à me concentrer sur ma respiration, sur les sensations de mon corps, etc. Et le fait d'avoir les jambes en l'air, ça aide aussi énormément à diminuer le stress, ça aide pour la circulation des jambes. Je trouve que assez rapidement on ressent surtout les bienfaits. Moi ça m'a pris à peu près une semaine avant de me dire ouais franchement c'est une habitude que je vais garder, parce que ce soit sur mon corps ou sur mon esprit, ça m'aide vraiment à me calmer, ça m'aide à me sentir mieux. J'ai les jambes qui sont beaucoup moins gonflées. Si vous avez passé une journée debout ou à marcher beaucoup, etc., ça va vous aider aussi à avoir moins cette sensation de jambes lourdes. Donc vraiment ouais, franchement celle-ci essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Donc là on va passer à la partie un petit peu plus habitude mentale, on va dire, tout ce qui est mindset, etc. Avec du coup la première habitude de cette catégorie là qui est en réalité l'habitude numéro 8, et c'est les affirmations. Alors les affirmations c'est toujours un petit peu tricky, on va dire, parce que en fait ça peut vraiment aider énormément, mais contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent essayer de vous faire croire, c'est pas une solution magique pour résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire que en fait les affirmations ça va vous aider à un petit peu reprogrammer votre inconscient et à changer votre mindset vis-à-vis de certaines choses. Ça peut vous aider à prendre confiance en vous, etc. Mais c'est pas une formule magique. Les affirmations déjà ça prend pas mal de temps, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de répétition encore et encore et encore. Il faut le faire de manière régulière, parce que c'est pas parce que vous faites 3-4 affirmations pendant 2 jours que d'un seul coup vous allez avoir confiance en vous, ou que d'un seul coup vous allez avoir complètement un changement d'état d'esprit vis-à-vis d'une situation. C'est quelque chose vraiment qu'il faut faire sur le long terme. Alors moi j'avoue que les affirmations je m'en sers plus comme un petit peu comme motivation, ou quand j'ai besoin par exemple d'un petit coup de boost. Ce que j'aime bien faire c'est par exemple le matin quand je vais à la salle, je suis dans ma voiture, plutôt que de mettre la musique je mets en fait un podcast où il répète juste des affirmations. Donc moi celui que j'écoute c'est Habits of a Goddess, et c'est un podcast qui est vraiment chouette parce que
il y a plein de thèmes. Ça peut aller de la confiance en soi, ça peut aller de recevoir le princess treatment, ça peut aller, mais vraiment il y a toutes sortes de sujets. Mais vraiment je trouve que les affirmations c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Ça fait toujours voilà, un petit coup de boost, etc. Un autre truc aussi qui est un petit peu avec les affirmations, si jamais vous aimez pas juste écouter des affirmations, la musique. J'ai une playlist. Alors encore une fois c'est que des musiques en anglais, mais qui est vraiment hyper good vibe, avec voilà des affirmations. Par exemple il y a la chanson Successful de Ariana Grande qui vraiment c'est les affirmations parfaites si jamais vous avez besoin de vous mettre un petit peu dans un bon mood et tout. Et en plus le rythme est entraînant. Alors justement en parlant de musique, ça m'amène à l'habitude numéro 9 qui va être d'être très intentionnelle sur le contenu que je consomme. Et je parle de contenu média, donc ça peut aller donc des musiques, ça peut être les réseaux sociaux évidemment, ça va être aussi les séries, les films, les livres que je lis, tout ça je fais vraiment très attention à ce que je consomme, parce qu'en fait on s'en rend pas forcément compte, mais tout ça ça a vraiment un impact sur la manière dont on se sent, en fait c'est un impact sur nous quoi, c'est à dire que vous voyez par exemple les infos en ce moment, tout est hyper dramatique, c'est hyper stressant. Moi je sais que quand je regarde les infos, enfin d'ailleurs je les regarde plus, je m'informe autrement, mais quand je regarde les infos, ça me stresse et ça me déprime. Pareil, je regarde jamais de films d'horreur parce que ça me stresse énormément et que je fais vraiment très attention à ne pas faire des pics de cortisol comme ça de manière complètement aléatoire dans mes journées. Je veux dire, on est déjà suffisamment stressé de base, on va pas en plus se rajouter du stress. En plus, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais le cortisol franchement il fait beaucoup de dégâts sur le corps, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Donc j'essaye de garder mon taux de cortisol le plus bas possible, c'est à dire qu'il faut juste qu'il soit là si jamais un vrai danger se présente et qu'il faut que je me batte ou qu'il faut que je m'enfuis, mais sinon globalement le plus bas possible. Tout ce qui est par exemple film d'horreur, les séries qui vont être très violentes, très angoissantes, tout ça j'en reste très loin. Pendant un temps j'adorais lire par exemple des livres ou même regarder des séries où il y avait beaucoup de suspense, avec des enquêtes, avec des meurtres. Parfois c'était des meurtres qui étaient mais immondes, enfin c'était vraiment, mais j'ai complètement arrêté de consommer ce genre de contenu. Maintenant je lis des livres vraiment à l'eau de rose en mode les livres de Noël, etc. Je regarde des séries genre Virgin River et compagnie, mais vraiment des trucs hyper doux, hyper chill. Et pour en revenir un petit peu aussi aux musiques, les musiques tristes, etc. Alors encore pire quand on est en train de vivre une rupture ou des choses comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Enfin en fait, des fois quand j'y pense, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Et je sais que moi par exemple quand j'avais eu ma rupture, je me suis fait une playlist rupture, mais il y a 0 chanson triste dedans, parce que justement je voulais pas en fait, je me dis j'étais déjà triste, j'étais déjà pas bien, j'allais pas en plus écouter des trucs qui allaient me rendre encore plus triste. Alors au contraire j'avais mis des musiques hyper bad bitch et tout, parce que vraiment je veux pas moi des chansons tristes, tout comme les chansons qui sont hyper vulgaire, hyper dégradante, etc. J'en veux pas, parce que c'est absolument pas le genre d'énergie que je veux avoir autour de moi. Donc j'en reste très loin. Et dernière habitude vraiment mentale avant qu'on passe à la partie lifestyle, donc c'est l'habitude numéro 11, ça va être de toujours privilégier la discipline par rapport à la motivation. La motivation ça va, ça vient, on peut éventuellement voilà, la booster, faire des petites choses, mais des fois il y a des jours, ben, on n'a pas envie. On n'a pas envie, on n'a pas la motivation, la flemme s'installe, il fait moche, on n'est pas dans une bonne vibe, on n'a pas envie et c'est normal, ça arrive. Mais en fait si on se base constamment sur la motivation pour atteindre ses objectifs, ben on va pas avancer très vite. Et en se basant sur la motivation, ça fait que vous n'allez pas pouvoir en fait avoir cette espèce de constance qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Il faut voir l'objectif final et il faut voir le long terme plutôt que le court terme. C'est grâce à ça en fait que la discipline va s'installer. C'est que en fait pendant,
allez, au minimum on va dire 3 mois, histoire que l'habitude soit bien ancrée. Il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit de se dire constamment, ok, là j'ai pas envie. Est-ce que vraiment, par exemple dans le cadre du sport, est-ce que vraiment j'ai pas envie parce que c'est mon corps qui est en train de me dire on peut pas aujourd'hui, c'est pas possible, on est trop fatigué, ou est-ce que c'est mon cerveau qui est juste en train de me dire écoute aujourd'hui j'ai la flemme, viens on glandouille. Et la plupart du temps c'est le cerveau qui fait des siennes. Alors ça arrive hein, que ce soit le corps qui puisse pas, et quand c'est ça franchement faut s'écouter. Si c'est votre corps qui vous dit on est fatigué, on a mal partout, il faut qu'on se repose, reposez-vous, vraiment il n'y a pas de souci. Mais quand c'est le cerveau qui est en train de vous dire ouais non on a juste la flemme, il faut pas l'écouter. Donc on arrête de se laisser avoir par sa flemme et on commence à être discipliné, s'il vous plaît. On passe maintenant à la partie habitude, un petit peu lifestyle, qu'on a peut-être un peu moins l'habitude d'entendre. Donc première habitude de cette catégorie là, donc là c'est notre habitude numéro 13, c'est d'avoir quotidiennement ma petite dose d'hormones du bonheur. Alors pourquoi j'appelle ça une dose? Parce que en fait il y a 4 hormones du bonheur, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Et en fait si vous prenez la première lettre de chaque, ça fait dose. Et donc du coup ça fait petite dose quotidienne des hormones du bonheur. Enfin voilà, c'est un petit moyen pour s'en souvenir. Donc par exemple la dopamine c'est l'hormone de la récompense, l'ocytocine c'est l'hormone associée à l'amour, la sérotonine c'est celle qui va stabiliser l'humeur, et les endorphines c'est celle qui va un petit peu bloquer la douleur, c'est celles qui sont libérées quand par exemple vous allez faire un marathon ou des choses comme ça où c'est hyper désagréable mais après vous êtes content quand même. Et donc ces 4 hormones c'est considéré comme étant les 4 hormones du bonheur parce que c'est celles qui sont libérées quand, en fait, quand on se sent bien ou quand on fait des choses qui nous aident à nous sentir bien. Et en fait il y a plusieurs petites choses qu'on peut faire pour libérer chaque hormone, et donc du coup j'essaye chaque jour d'avoir au moins une libération de chaque hormone. Alors idéalement le matin parce que comme ça en fait j'ai l'impression vraiment de super bien commencer ma journée. Je me dis allez j'ai eu ma petite dose d'hormones du bonheur pour la journée, et là du coup ça va être une super bonne journée. Prendre du magnésium, des probiotiques et des vitamines. Alors en général, donc surtout le magnésium, pratiquement tout le monde a des carences, juste parce que en fait ça se trouve bien dans la nourriture mais c'est toujours en quantité très faible. C'est à dire que par exemple on en trouve dans le chocolat noir, on en trouve dans les amandes etc, mais en général c'est pas suffisant. Et le truc en fait c'est que le magnésium c'est hyper important pour tout un tas de processus cellulaires et notamment les processus d'immunité etc. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un petit complément de magnésium le soir avant d'aller me coucher, parce qu'en plus ça favorise l'endormissement. Alors après là cette habitude là des compléments alimentaires, consultez quand même votre médecin avant pour être sûr que voilà qu'il n'y ait pas de soucis particuliers, surtout si vous avez des problèmes de santé spécifiques etc. Après bon globalement si vous prenez pas toute la boîte d'un seul coup, ça reste des compléments alimentaires donc il n'y a pas trop de risques, mais demandez quand même l'avis de votre médecin. Ensuite au niveau des vitamines, donc en général moi j'aime bien prendre voilà, pendant la période hivernale etc des compléments multivitamines, juste parce que ça permet d'avoir un petit boost d'énergie. Et en fait je fais toujours attention à ce qu'il y ait surtout une bonne quantité de vitamine D, parce que du coup c'est celle qu'on a d'habitude grâce au soleil. Sauf que moi habitant en région parisienne, vous vous doutez bien que l'hiver en région parisienne il fait pas forcément très beau, on voit pas forcément souvent le soleil, donc ouais j'essaie d'avoir une bonne complémentation à ce niveau là. J'essaye aussi d'avoir une bonne quantité de vitamine B12 parce que vu que je mange pas de viande, c'est vrai que c'est facile d'être carencée. Et j'essaye aussi de faire en sorte d'avoir une bonne quantité de vitamine C, simplement parce que au même titre que la D, c'est deux vitamines qui sont fortement impliquées dans les processus immunitaires, donc que ce soit pour aider en fait le corps à combattre en cas d'infection. C'est ce qui va un petit peu booster la production des cellules immunitaires. Ça va aussi permettre de protéger un peu mieux le corps des agressions extérieures. Et autre cachet que je prends tous les matins, c'est des probiotiques. Alors je le fais pas de manière constante, ou en tout cas pas toujours avec la même marque de probiotiques. En fait les probiotiques c'est les bonnes bactéries qui sont présentes dans l'intestin et qui vont permettre d'avoir une bonne digestion. Ça évite les ballonnements, ça évite les constipations, ça évite les diarrhées. Après comme je vous disais je switch
de marque et je switch en fait surtout de souche. C'est surtout ça qui est important parce que en fait si vous prenez tout le temps les mêmes probiotiques en continu, vous allez en fait avoir un gros déséquilibre au niveau de votre flore intestinale où en fait vous allez vous retrouver à avoir un pourcentage énorme d'une ou deux souches particulières et toutes les autres elles vont être remises un petit peu sur le côté, alors qu'en réalité une flore intestinale qui est saine, c'est une flore intestinale qui est équilibrée, où il y a voilà, l'équilibre correct entre toutes les souches. Donc c'est pour ça que voilà, j'essaye de switcher. On passe à l'habitude numéro 15. Alors celle-ci, je l'ai mise en place récemment et vraiment je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Mais je sais que ça va être assez compliqué pour certaines personnes. C'est de prendre un petit déj salé. En fait ce qui se passe quand on prend un petit déj sucré ou en tout cas riche en glucides, donc par exemple du pain, etc., c'est que votre taux de glucose il va faire tout pouit. Et en fait le fait d'avoir ce pic de glucose qui ne devrait absolument pas être là, c'est ce qui va vous provoquer le petit coup de mou après manger, c'est ce qui va vous provoquer les fringales à 10h ou le fait que vous ayez super faim à 10h. Et en fait en prenant un petit déj qui va être salé, vous allez complètement éviter ce pic de glucose, c'est-à-dire que votre taux de glucose il va rester à peu près constant. Et en fait en ayant vraiment un bon apport protéique, ça va en plus super bien vous caler. Et je sais que c'est un peu compliqué parce que surtout voilà, on est en France, on aime bien les croissants, on aime bien la brioche, etc. Mais sincèrement, prendre un petit déj salé, ça fait mais toute la différence. Enfin moi je sais que mon énergie, depuis que j'ai commencé à faire ça, est incroyable. J'ai beaucoup moins les envies de sucre tout au long de la journée. J'ai plus faim dès que je rentre de la salle. J'arrive à tenir, enfin voilà, je rentre de la salle et j'arrive à tenir jusqu'au repas du midi. Et c'est vraiment pour la santé, c'est incroyable. Je trouve que ça m'aide aussi. Alors après peut-être que c'est un effet un petit peu dans ma tête, mais je trouve que ça m'aide aussi énormément avec ma rétention d'eau. J'ai l'impression d'avoir un corps qui est beaucoup plus snatché on va dire depuis que je prends un petit déj salé. Moi en général, comme j'ai un petit peu la flemme de faire à manger quand je me réveille, pendant un temps je me faisais par exemple des œufs au plat ou des trucs comme ça, mais bon faut sortir la poêle, faut faire cuire les œufs, machin. Du coup maintenant ce que je fais c'est que je me prépare en fait des petits muffins de petit déj. Donc c'est des muffins avec des œufs, je les prépare à l'avance. Je les mets au frigo, puis comme ça je les sors et je les fais réchauffer le matin, comme ça c'est hyper facile. Si jamais vous voulez par exemple avoir une tartine de pain, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, mais essayez quand même d'avoir des protéines avant. Parce que en fait, on va dire que ça se régule un petit peu comme ça, c'est-à-dire que de manière générale, quand vous avez votre taux de glucose de base, il est comme ça. Quand vous mangez purement des glucides, ça fait comme ça. Quand vous mangez purement des protéines, il monte un tout petit peu. Vraiment, ça reste à peu près constant. Et quand vous mélangez un petit peu les deux, en fait, si vous mangez les protéines avant les glucides, ça va vous faire un pic, mais qui va être quand même beaucoup moins important que si vous restez purement sur des glucides. Alors, encore une fois, tout est question de balance. C'est-à-dire que, moi par exemple, je vais manger mes petits muffins aux œufs tous les matins de la semaine. Si dimanche matin il y a des croissants et des pains au chocolat, croyez bien que je vais manger des croissants et des pains au chocolat. Et vraiment, c'est pas grave. Et ça, pour le coup, c'est valable pour toutes les habitudes, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours de la discipline, d'accord? Donc là, ce genre d'habitude, c'est vraiment, encore une fois, purement de la discipline. Mais on peut s'autoriser, une fois de temps en temps, de pas être discipliné et de pas... de pas en fait être parfait, parce qu'on peut pas être parfait. Ça c'est petit truc bonus, arrêtez de vouloir être parfait, on ne peut pas être parfait. Et donc des fois, c'est pas grave, on a un petit pic de glucose pendant la journée et puis c'est pas très grave, c'est comme ça aura fait du bien à notre cerveau et on est content. Voilà, on aura eu une de nos doses quotidiennes et puis c'est pas grave. Habitude numéro 16, remplacer les écrans par la lecture, en particulier le soir. Et le matin si jamais vous avez le temps, mais surtout le soir. Alors moi en général j'essaye de couper tous les écrans au minimum 30 minutes à 1 heure avant de dormir. Donc de manière générale, vu que j'éteins vers 22h, on va dire que entre 21h et 21h30 je coupe tous les écrans. Donc ça inclut mon téléphone, ça inclut mon ordi, ça inclut la télé. Et à la place je me mets à lire.
juste parce que en fait la lecture ça permet vraiment d'apaiser le cerveau, ça permet d'apaiser l'esprit, ça permet de commencer en fait à mettre son corps dans cette optique de ok on va dormir. Et puis en fait c'est pareil, enfin je veux dire les écrans ça diffuse une lumière bleue. Alors même si maintenant voilà il existe des filtres anti-lumière bleue, les lunettes ont des filtres anti-lumière bleue etc. Mais il y a quand même une lumière bleue qui se diffuse. Et cette lumière, elle bloque la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone qui vous permet de dormir. Alors je vous parle beaucoup d'hormones, mais en fait j'en ai jamais parlé sur YouTube, mais on m'avait posé la question sur Instagram, du coup je l'avais expliqué. Moi à la base, je suis biologiste. J'ai un master en biologie et donc du coup tout ce qui est justement les hormones et les impacts que ça peut avoir sur le corps, etc. Je les ai étudiés en long, en large et en travers. D'où le fait que en fait parmi toutes les habitudes un petit peu wellness que je vous donne toujours aussi le côté un petit peu scientifique de la chose, parce que moi c'est pendant mes études que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et à me dire en fait il y a des tas d'habitudes qu'on peut mettre en place pour mieux réguler nos hormones. Donc c'est pour ça que je vous parle pas mal d'hormones etc. Ça sort pas de nulle part, c'est vraiment des faits scientifiques qui sont fondés. Avant de vous partager un quelconque tips, je fais toujours des recherches, j'ai l'impression à chaque fois de revenir à la fac parce que je vais chercher les articles scientifiques, les études qui ont été faites. Donc voilà, petite parenthèse là-dessus, mais donc ouais, les écrans avec la lumière bleue ça bloque la sécrétion de l'hormone du dodo. Et c'est ce qui va en fait soit ralentir l'endormissement, soit carrément perturber tout le sommeil. Habitude numéro 17, ça va être d'appliquer la loi de Parkinson. Alors, cette loi en fait, elle dit que on va prendre tout le temps qu'on a pour achever quelque chose. Je pense qu'on a déjà tous fait cette expérience. On nous donne un truc à faire, on nous dit t'as 3 mois pour le faire, on va prendre 3 mois pour le faire. On va carrément même peut-être attendre le dernier moment. Par contre, si on nous donne exactement le même truc à faire et qu'on nous dit t'as 3 jours pour le faire, en 3 jours il sera fait et il sera fait tout aussi bien. Et en fait ça c'est un super tips au niveau productivité, parce que du coup vous allez être franchement beaucoup plus productif, parce que vous allez vous dire ok moi j'ai ce temps là, je vais prendre ce temps là, et donc dans un laps de temps plus restreint vous allez vous retrouver à accomplir plus de choses. Et en fait moi depuis que j'ai découvert cette loi et depuis que je l'applique, et depuis que j'ai arrêté aussi de me dire oh non mais ça va j'ai le temps, ah mais ma productivité, mais je ne peux même pas dire qu'elle a doublé, elle a triplé, elle a quadruplé. Franchement c'est une habitude qui est oufissime pour la productivité. Donc si vous pouvez voilà, réduire un petit peu le temps que vous vous donnez pour faire certaines choses, honnêtement réduisez-le. Habitude numéro 18 qui est d'arrêter de labelliser les aliments comme étant bons et mauvais. Foncièrement, aucun aliment n'est bon ou mauvais, dans le sens où tout est dépendant de la quantité dans laquelle on le consomme. C'est-à-dire que vous prenez un cookie, on va vous dire ah c'est mauvais pour la santé. Non, un cookie il va rien faire sur votre santé. Un cookie c'est absolument pas nocif pour la santé, au contraire un cookie c'est très bon, ça fait beaucoup de bien au cerveau. Par contre on va vous dire la salade c'est bon pour la santé. Si vous ne mangez que de la salade, autant vous dire que votre santé ne va pas être au beau fixe, parce que encore une fois ça va être, si vous mangez de la salade en excès vous allez avoir pas assez de certains nutriments, vous allez avoir trop d'autres nutriments, et encore la salade c'est vraiment pauvre en nutriments. Donc en fait aucun aliment fondamentalement n'est bon ou mauvais. Ce qui est bon ou mauvais c'est la quantité dans laquelle vous consommez le dit aliment. Ce qui par contre va être intéressant c'est de regarder comment certains aliments vous font sentir, parce qu'il y a certains aliments qui sont catégorisés comme étant inflammatoires. Et en fait le fait de consommer des aliments inflammatoires ça peut vous provoquer des aigreurs d'estomac, ça peut vous provoquer des ballonnements, ça peut vous provoquer des sorties de boutons etc. Et donc du coup plus que de savoir si un aliment est bon ou mauvais, c'est de savoir s'il est bon ou mauvais pour vous. Habitude numéro 19, ça va être de passer du temps dehors. Alors c'est encore mieux si c'est associé à de la marche, comme ça vous permet de faire plusieurs habitudes d'un seul coup. Mais si c'est juste aller vous asseoir pendant 10 minutes
dehors pendant votre pause déj, honnêtement c'est déjà très très bien. Le fait de passer du temps dehors, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça vous permet vraiment d'aider à réguler vos taux de cortisol. Si il fait beau en plus, ça va vous permettre de mieux métaboliser la vitamine D, etc. Et donc du coup forcément c'est meilleur pour la santé. Il y a vraiment énormément de bienfaits à passer du temps dehors. Si ça peut être dans un endroit un petit peu nature, genre en forêt et tout ça, franchement c'est encore mieux. Si vous habitez en pleine ville par exemple, en plein Paris ou quoi, et que vous n'avez pas forcément de parc ou de forêt à côté ou n'importe, mais juste allez vous asseoir 5 minutes, 10 minutes pendant votre pause dehors, en terrasse. En fait juste vraiment vous exposer à la lumière naturelle, parce que le fait d'avoir cette exposition, sans parler forcément voilà, de soleil ou quoi, mais juste d'avoir la lumière naturelle, ça va vous permettre en fait de mieux réguler votre cycle circadien. Et ce qui va découler de ça, ça va être un meilleur sommeil. Vous allez mieux vous endormir, vous allez avoir un sommeil plus profond, vous allez vous réveiller avec beaucoup plus d'énergie. Possiblement vous allez vous réveiller aussi un petit peu plus naturellement. Et dernière habitude de cette vidéo, ça va être de faire le tri dans son environnement et de se retirer des environnements qui ne sont pas propices à notre développement personnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du tri, tout ce qui est les objets, les vêtements, les gens qui appartiennent au passé ou qui vous rappellent des choses négatives de votre passé, par exemple cette peluche que votre ex vous a offert, mais jetez-la, jetez-la. En fait il faut se rendre compte que les objets contiennent une énergie, et le fait de garder justement des objets comme ça qui contiennent une énergie passée, une énergie qui n'est pas forcément positive non plus, en fait ça va constamment vous garder vous dans cette énergie et dans le passé, et c'est vraiment hyper mauvais parce que quand c'est ça, on peut pas réellement avancer. Et donc du coup je sais que ça peut être très très difficile de le faire, surtout voilà quand il s'agit d'un cadeau, d'un ex ou peu importe, mais c'est hyper libérateur de s'en séparer. Tout comme les vêtements que vous aviez mais qui appartiennent à une ancienne version de vous-même, vous pouvez les jeter, vous pouvez les donner, vous pouvez les vendre, mais juste ne les gardez pas en fait avec vous. Il faut vous demander, quand vous regardez votre environnement, est-ce que chaque chose est alignée avec cette nouvelle version de moi-même, la version de moi-même que je veux devenir, la meilleure version de moi-même? Et si la réponse est non, il faut vous en débarrasser. Si vous restez constamment attaché aux choses qui correspondent à une ancienne version de vous-même, il faut faire de la place. C'est un moment, c'est comme les lois de la physique, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Alors que si vous vous débarrassez d'un objet correspondant à une ancienne version de vous-même, ça veut dire que vous faites de la place pour un objet qui va correspondre à la nouvelle version de vous-même. Et quand je parle de se retirer des environnements qui sont pas forcément propices justement à l'épanouissement de cette nouvelle version de vous-même, je parle surtout des endroits que vous fréquentez, je parle des cercles de gens que vous fréquentez aussi, parce que en fait parfois on se rend pas compte, mais les gens nous retiennent vraiment. C'est-à-dire que vous allez peut-être fréquenter certaines personnes et vous allez vous rendre compte que ces personnes en fait elles sont pas du tout alignées avec la personne que vous voulez devenir, et le fait de vous éloigner de ces personnes, ça fait que vous allez faire de la place pour déjà apprendre à passer du temps vous seul, ce qui est vraiment super important. Ça c'est d'ailleurs ma petite habitude bonus, c'est d'apprendre à passer du temps seul et de vous emmener en solo dates, etc. Mais aussi vous allez faire de la place pour que des personnes qui vont être alignées plus à cette nouvelle version de vous-même, vous allez faire de la place pour les personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que vous, qui vont avoir des objectifs similaires aux vôtres, qui vont avoir un état d'esprit qui est similaire à celui que vous avez. Et en fait, encore une fois, vous ne pouvez pas accueillir de nouvelles choses si vous ne faites pas d'abord de la place. Et donc oui, ça va impliquer de perdre certains amis, ça va impliquer de couper les ponts avec certaines personnes, mais au final, est-ce que c'est pas mieux pour vous? Ça y est, on est rendu à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis un petit peu de vous inspirer et de vous donner des idées sur quelles nouvelles habitudes vous pouvez mettre en place pour devenir la meilleure version de vous-même en 2024. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quelle est l'habitude ou les habitudes que vous avez préférées et que vous allez commencer un petit peu à mettre en place. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!